de The Adventure of Dai, Dragon Quest, qu'on attendait énormément puisqu'il s'agit là d'une réédition dont on avait la rumeur depuis des mois, peut-être qu'est-ce qu'on peut aller jusqu'à des années, et enfin elle est là. Déjà. Ça fait un moment. Hein. Ça fait, oui, ça va faire bientôt 10 ans quand même que certains des volumes n'étaient pas dispo. Et du coup, j'ai reçu les 2 pavés. Ah, ils sont lourds, hein. Ils sont lourds de ouf, hein. C'est ouf. Et oui, ça fait le poids de manga. On va parler de l'édition, effectivement. Alors, Dragon Quest, The Adventure of Dai, ou Dragon Quest, la quête de Dai, comme on s'était titré avant, ou Fly pour les plus vieux d'entre vous. Moi, j'ai connu Fly. C'était chez qui déjà? C'était. J'ai lu. Chez qui il y avait eu trop de trucs bien à l'époque. Jojo. Bon, il y avait tout. Fly, le plus grand des héros, tout à fait. C'est Sakakara Kapua qui dit ça. Il y a des pages comme ça aussi, avec du. Il y a des pages couleurs, il y a de la trichromie, tout à fait. Trichromie, merci, voilà, j'avais pu. Ouais, c'est chouette la trichromie. On va en parler, je vais vite pitcher de quoi ça parle. Si vous connaissez Dragon Quest, si vous ne connaissez pas Dragon Quest, il s'agit de l'une des plus grandes licences de jeux vidéo japonais, de RPG japonais, ce qu'on appelle le JRPG, oui. Basé sur les donjons et dragons américains. Dragon Quest a été un game changer pour énormément de choses au Japon. C'est une institution. Je ne vais pas faire un cours sur Dragon Quest, mais clairement, nous, en Europe, c'est plutôt Final Fantasy qui a la cote parce que c'est ces épisodes-là qui ont été les plus mis en avant, surtout Final Fantasy VII, qui a été une révolution pour l'époque. Mais Dragon Quest était antérieur de quelques années. Final Fantasy avait repris des concepts de Dragon Quest. Bref, bon, voilà. En tout cas, c'est 2 licences qui se tirent un peu, enfin, gentiment dans les pattes parce qu'elles sont à la même boîte et qu'elles sont alliées maintenant. Mais voilà, Dragon Quest, c'est vraiment une institution. Tous les Japonais connaissent. Les slimes, qu'on appelle les gluants en français, sont des mascottes. Ça s'appelle des gluants? Ouais, mais ça fait 15 ans que ça s'appelle les gluants. Et ça s'appelle toujours des gluants là-dedans aussi? Ouais, bah oui, c'est le terme officiel. C'est le terme officiel en France. On va en parler. T'inquiète pas. Ok, non, mais y a pas de souci. Hein, c'est juste, j'ai tellement l'habitude du mot slime que. Ok. Effectivement, chez nous, Dracoué a vraiment rattrapé sur les derniers épisodes. Je suis d'accord avec toi, Endymion. Dragon Quest est maintenant quand même plus connu des gens, surtout qu'il y avait eu Dragon Quest 11 qui est ressorti en plus sur Switch récemment. Bref, Dragon Quest c'est une institution et comme Final Fantasy, chaque épisode, chaque opus est indépendant. Pourquoi t'as mis Dio en emoji? Ah, alors parce que je trouvais pas de truc très épique. C'est bien que tu le remarques maintenant. Je voulais un truc de héros de Yusha et j'ai dit vas-y, c'est ce qui semble le plus à un héros. Non, mais regarde, il a un diadème, c'est comme la marque du dragon. Exactement. Mais Dai aussi a un diadème en plus, tu vois, et il a des cheveux un peu en pétard. Donc j'ai dit allez. Et je me suis dit on l'utilise jamais en plus, c'était l'occasion. C'est le méchant et ok. Non, mais, okay, bah, c'est le méchant, oui. Non, mais là, il faut se dire qu'il est pas méchant. C'est un mochi de héros de RPG qui est très déterminé. C'est un mochi neketsu. C'est un mochi neketsu, tout à fait. Et donc, du coup, les Dragon Quest racontent des histoires différentes de volume en volume. Et ce manga, en fait, est quelque chose d'un peu particulier puisque c'est un manga qui est une collaboration entre Square Enix et la Shueisha à l'époque. Et c'est donc le premier manga Dragon Quest qui a été dans le Shonen Jump. Et donc, c'est une histoire complètement originale, bien que on reste dans un univers de Dragon Quest avec les mêmes créatures, le même type d'intrigue. C'est juste que ça raconte son histoire à elle. Et donc, ça nous raconte l'histoire de Dai, qui est un jeune orphelin sur une île, tout seul, coupé du monde. Non, pas tout seul. Il vit avec des monstres, puisque dans Dragon Quest, il y a des monstres, comme dans n'importe quel univers de RPG japonais. Et dans l'univers de Dragon Quest, il y a une particularité, c'est que les monstres ne sont pas spécialement méchants, mais quand le Seigneur du Mal se réveille, son aura démoniaque est tellement forte que ça rend les monstres méchants. Or là, le Seigneur du Mal a été vaincu par un héros et ses amis, peut-être Frieren, qui sait. Spoiler, non. Il y a maintenant quelques années, donc les monstres sont redevenus gentils. Et en fait, quand Dai est arrivé, en fait, il y a eu un naufrage. On explique qu'il a été bébé. Et il a été recueilli par les monstres, et un des monstres, qui est un monstre magicien, qui est un monstre, une race de Dragon Quest, a décidé de le recueillir et d'en faire son petit-fils. Et il veut que Dai soit un grand sorcier. Seulement Dai, il s'en bat les cahuètes. Ce qu'il veut lui être, c'est être un Yusha, donc un héros. Parce que c'est vraiment un terme très, très important, le concept de héros dans Dragon Quest. C'est pas juste... c'est une classe, quoi. C'est vraiment un type de personne. C'est des gens limite élus et tout, et qui doivent défaire le mal. Et lui, c'est ce qu'il veut. Il veut défendre la veuve et l'orphelin. Il veut pas être un sorcier, quoi. Surtout qu'il est très nul en magie. Il n'arrive pas. Il a beau s'entraîner tout le temps. Il a beau
avoir été initié à tous les types de sorts, il n'y arrive pas. Et va en gros, au début du premier volume, avoir quelques petites péripéties pour nous permettre de comprendre un peu l'univers. Donc on va découvrir Dai, les monstres de l'île, et quelques personnages comme une princesse, un roi d'un royaume, voilà. Et donc Dai va commencer à rencontrer d'autres humains, il est content. Et un jour, patatras, les monstres de l'île commencent à se sentir pas bien, à redevenir méchants. Dai comprend pas ce qui se passe, il a un peu peur. Son grand-père lui dit de fuir et de partir. Il dit non, il faut que tu partes, sinon on va te faire du mal. Et il a pas envie. Et là arrive un mec un peu chelou avec des petites bouclettes. Et le personnage qu'on voit là sur la couverture du volume 2 en vert, qui sont en fait Aban, un grand héros, un formateur de héros plus exactement, donc un professeur de héros, et son élève. Et Aban en fait va faire une barrière magique pour protéger l'île. Il lui dit écoute Dai, on m'a parlé de toi, on m'a dit que tu étais un héros en devenir, et il se trouve que le Seigneur du Mal est en train de se réveiller. Donc en une semaine je vais te former, tu vas devenir un héros et on va aller casser le roi du mal, quoi. Et Dai il fait ah bon bah ok, on y va, moi trop cool, je suis partant. Et je vais m'arrêter là. Juste, tout peut-être ne se passera pas comme prévu et Dai va devoir partir dans une grande quête, une grande aventure, d'où le titre, pour devenir peut-être plus qu'un héros, mais vraiment celui qui va changer le destin du monde et nous sauver de peut-être, encore une fois, le Seigneur du Mal, ou encore pire, qui sait. Donc voilà, ça c'est vraiment le pitch du premier tome. J'ai fait très gros, hein, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dès le début du récit. Avanstrage, ouais, on voit les vrais qui connaissent les techniques. Ouais, c'est ça. N'y allons pas par quatre chemins. Dragon Quest The Adventure Dai, c'est un shonen assez classique si vous êtes habitué au shonen, surtout à ce qui se fait de plus récent. Vous allez voir, c'est vraiment shonen 1.01 les bases. On sent l'influence de Dragon Ball qui passait par là, ce qui est encore plus normal quand on sait que Dragon Quest, les jeux vidéo, sont chara-designés par Toriyama. Donc c'était rigolo de se dire que Toriyama, il faisait Dragon Ball au même moment dans le Shonen Jump, puisque c'est un manga de l'époque de Dragon Ball. Il a commencé en 88 ou 89, sa publication de mémoire. Donc c'est assez classique, mais ça reste très efficace. Le début, accrochez-vous, parce que le début, comme j'ai dit, c'est des petites histoires en fait. Le truc avec Aban, le formateur et tout ça, c'est à partir de la première moitié du volume 1. Et à partir de là, on va rentrer dans de la quête avec tout ce que ça a d'enjeu de quête. Donc ça reste très plaisant à lire. Il y a une très bonne mise en page. Encore une fois, hein, mise en page de shonen des années 80, mais ça reste simple, efficace, avec des personnages très charismatiques. Même Aban, qui a l'air un peu ridicule au début, il pète la classe, comme on dit, par chez moi. Je pensais à Char Aznable, je sais pas pourquoi. Ah, pour son costume. Il a un costume un peu à la Char Aznable, effectivement. Peut-être pas trop ses cheveux ou son... pas trop les bouclettes, mais voilà. Oui, je suis d'accord, Endymion, le Adventure me gêne, mais on va en parler dans quelques instants, parce que globalement, je vais pas en dire plus sur le titre en lui-même. Je pense que c'est un bon shonen, c'est une réédition bienvenue. Si vous êtes fan de shonen en général, que vous n'êtes pas regardant sur le fait que le titre soit vieux ou pas, allez-y. Si vous êtes sur les trucs très récents, vous allez peut-être vous dire que c'est un peu vieillot, parce que c'est très classique comme type d'aventure et de récit. Mais moi je recommande assez largement si on est fan de shonen, et encore plus du shonen jump, quoi. C'est un classique à ne pas manquer. Voilà. Maintenant, pour l'édition en elle-même, il faut savoir plusieurs choses. C'est une édition qui n'est pas, malgré ce qu'on peut croire, à l'origine de Delcourt Tonkam. C'est en fait une volonté plus globale de la Shueisha et de Square Enix. C'est une volonté de ce qu'on appelle du transmédia ou du média mix maintenant. Il me semble que c'est le terme un peu à la mode en ce moment. Média mix, c'est assez vieux comme terme. Ah, moi je préfère transmédia, mais j'entends de plus en plus média mix. Moi j'aime bien transmédia aussi. Ouais, bon, en tout cas c'est une volonté transmédia, c'est-à-dire que depuis que c'était l'anniversaire de Dai en fait il y a quelques temps, et donc il y a un animé, je pense que vous n'êtes pas passé à côté, la plupart d'entre vous, qui est passé sur Crunchyroll, qui est encore en cours ou il est fini, je ne sais même pas. Toujours en cours chez ADN aussi, hein, c'est sur ADN. Il va bientôt se terminer, on approche de la fin. On approche de la fin. Du coup, dans la foulée, un jeu vidéo a été lancé, il y a des jeux mobiles, il y a un jeu sur PS4 qui est prévu de sortir, il me semble aussi, qui est sorti peut-être au Japon, je ne me rappelle plus très bien, mais bref, c'est une volonté un peu, et voilà, et donc on ressort, ou on sort, pour certains pays, le manga dans plein de pays, à peu près en même temps.
Ça amène plusieurs choses. Déjà, il y a une uniformisation qui passe par là, automatiquement. C'est-à-dire que, moi, je m'attendais à ce que ça soit du grand format, c'est un petit format, ce n'est pas dû à la volonté de Delcourt Tonkam, ils ont été obligés de faire ce que le Japon a demandé dans le cahier des chartes. Et donc, on est sur un format, comme l'a montré Isekai, assez... c'est un format classique de manga. C'est classique. Hein. Voilà. En revanche, Par le contre, papier... quoi, hein. Voilà, le papier est un papier glacé ou semi-glacé, ce qui fait que ça en fait un papier lourd, avec les semi-glacés, toutes les pages couleurs d'époque qui ont été remises, dont les pages de trichromie qui ont été gardées. Très chouette, la trichromie. Donc la trichromie, c'est un effet qu'on n'a plus maintenant, qui était beaucoup mis en avant dans les magazines, surtout shonen, pour éviter d'avoir des coups trop grands en termes d'encre. Quand on le faisait en pré-publication, on faisait une trichromie, c'est-à-dire qu'on rajoutait du rouge, ce qui rajoutait quelques effets intéressants. Je trouve ça très beau, la trichromie. Ouais. Moi, j'aime beaucoup aussi, effectivement. Bon, j'avais découvert ça au Dragon Ball, moi, à l'époque. Tout à fait. Mais ça a pris un petit coup de vieux parce que c'est un truc qui se fait plus beaucoup maintenant. C'est vieillot, clairement. Alors non, ce n'est pas la perfect édition. Delcourt Tonkam n'a pas indiqué perfect sur la couverture. Là, pour le coup, c'est pas marqué, ouais. Là, c'est pas, voilà. pas marqué. Là, on peut pas le leur reprocher, comme pour, par exemple, Beck, où il y avait indiqué perfect, alors que... peu quand même... Alors que tout le monde disait que c'était des tomes doubles. Hein? Alors que c'était des tomes doubles. C'est plus une édition double. Avec des petits... mince, j'ai oublié le nom. Ouais, les Mediator. Mediator, oui, j'allais dire Transistor, mais c'est pas ça. Non, mais bref, en tout cas, là, ils n'ont pas marqué édition perfect, donc ça ne on peut pas leur reprocher quoi que ce soit. Et pour le coup, l'édition est quand même correcte. Moi, je trouve qu'on a un bon papier, on a une... Voilà, c'est des tomes à 1,5, on a une belle qualité. Ça amène aussi donc le Adventure of Dai, qui est le titre international officiel maintenant. Donc, effectivement, pour moi, Daiboken, c'est plutôt la quête. Je suis plutôt d'accord que pour moi, c'est la quête de Dai. Je trouve ça plus logique. Mais là aussi, il n'y a pas eu le choix. C'est The Adventure of Dai. Et un point, c'est tout. En anglais, ma bonne dame, c'est comme ça. Et le dernier point qui a fâché beaucoup de gens, c'est la traduction des noms et surtout des attaques. Parce qu'il avait été confirmé, entre autres, sur Internet par Valentin Paco, à un moment, avec preuve de pages à l'appui qui ont donc été sûrement fournies par Delcourt Tonkam, que le nom des attaques en japonais serait gardé, ce que moi je trouvais assez bizarre, très honnêtement, puisque, un peu comme Grégoire Hello l'expliquait pour la licence Pokémon, Dragon Quest, c'est une licence qui maintenant, comme les Endymion, ça fait une quinzaine d'années qu'il y a des ressorties de jeux sur la DS et tout ça, et qu'en fait, il y a des noms officiels d'attaques et de termes. Il y a une bible qui existe déjà, en fait. Donc, il n'y a pas le choix. Je ne comprenais pas comment Delcourt Tonkam ou Valentin pouvaient dire « Ah si, il va y avoir le japonais », surtout quand la volonté de cette édition-là est surtout une volonté de transmédia globale, en fait. Et quand vous lisez, il me semble, j'ai pas regardé l'animé, mais je suis sûr que quand on lit le nom des attaques dans les sous-titres, on tombe sur les mêmes types d'attaques, c'est-à-dire crame, gel, et ce genre de choses, en fait. Moi, ça m'a pas choqué. Super crame, giga crame. Déjà, chez Kiyun, dans l'emblème of Roto, c'était comme ça, en fait. Voilà, Endymion dit la même chose, c'est les sous-titres, c'est le même nom d'attaque. Et effectivement, dans Emblem of Roto, c'est aussi les mêmes termes. C'est pour ça que je trouvais très bizarre qu'on nous annonce qu'on allait avoir du terme japonais. Moi, j'y croyais pas trop, donc non, je suis désolé pour les fans vieux de la vieille. Malheureusement, il y a des termes, il y a une bible, comme le dit Isekai, et c'est cette bible qui va être respectée. Moi, je donnais un exemple un peu simple, c'est comme si dans Pokémon, vous vouliez que dans le manga, les noms des Pokémon... non, mais que les noms des Pokémon soient changés, tu vois. Mais Carapuce, c'est Carapuce, c'est comme ça. C'est son nom officiel, il sera utilisé partout. Grégoire Hello précisait même, moi je me rappelle dans un vieux manga cast, ou même j'étais même pas encore un manga cast à l'époque, que dans la Bible, dans la charte de Pokémon, le nom des lieux où les personnages rentrent, je crois que c'est bâtiment et pas immeuble. On n'a pas le droit dans les mangas Pokémon de marquer immeuble. Si c'est marqué bâtiment, c'est bâtiment. Ah ouais. La charte est précise à ce point-là. Donc, c'est un peu, malheureusement, c'est comme ça, en fait. Le nom des attaques, il est comme ça dans les jeux, il est comme ça dans l'animé, il était comme ça dans les mangas Emblem of Roto et les héritiers de l'emblème. Ouais. Mais il n'y a pas d'attaque dans la série, parce qu'il n'y a pas de magie. Oui. Mais il y a les termes officiels, j'entendais. Il n'y a pas que la magie, il y a plein de termes dans l'univers de Dragon Quest. C'est comme les gluants, quoi. C'est dans... Moi, ça me désole. Moi, ça me désole parce que, pour moi, c'est slime, mais bon, c'est les gluants. Ouais, ça, c'est un peu triste. Mais bon, c'est pas grave. Mais ça,
c'est les obligations face auxquelles, voilà, une fois de plus, les maisons d'édition sont obligées de se plier et on n'en parle pas assez, on n'en parle jamais en fait du fait qu'ils sont obligés de baisser la tête sur plein de points parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'en même temps, c'est pas eux l'ayant droit. Enfin, c'est l'ayant droit en France, mais le vrai ayant droit, c'est Square Enix et Shueisha. Donc, c'est deux des plus gros casse-burnes des sociétés du Japon qui s'associent ensemble. Méga combo. Il y a Kadokawa aussi qui est bien casse-burne. Oui, pour d'autres raisons, mais oui. Je suis au courant, c'est-à-dire qu'on le sait que Shueisha, c'est un peu les darons, ils savent très bien ce qui pèse dans le game, ils font un peu ce qu'ils veulent. Square Enix, on le voit aussi. Ils n'ont pas besoin de se présenter, quoi. Donc non, clairement, c'est indéniable. Donc voilà, tous ces défauts-là que j'ai cités sont des défauts à mettre entre guillemets, dans le sens qu'ils ne sont pas dus au fait d'El Tonka, mais que ce sont les mêmes choses dans tous les pays du monde. C'est comme ça. Donc le truc que moi je garderais, c'est le fait que c'est un classique du manga shonen d'action Neketsu. C'est un classique du Shonen Jump à relire, effectivement. L'édition va être en 25 volumes. La belle idée, c'est que cette édition-là, c'est des dessins que l'auteur a refait et c'est une fresque. Donc, en fait, tous les dessins se suivent sur les couvertures. Si tu mets le volume 1 et le volume 2, déjà, ça fait un premier début de dessin. Ah oui, attendez. Et en fait, ça va être une fresque sur les 25 tomes. Voilà, je vous montre. On fait tous le test. Il est concluant. Ça fonctionne. Donc voilà. Et ouais, c'est très. Moi j'aime bien personnellement. Alors c'est chouette, mais du coup faut les mettre comme ça sur l'étagère pour que ça fasse la fresque. Exactement. Ou alors tu peux retrouver les artworks originaux, les imprimer et les encadrer et tu seras très heureux. Ah, il y a Tarte au citron qui dit 5 tomes par 5 tomes les fresques. Apparemment. Non, c'est juste. Alors oui, mais non. En fait, c'est parce qu'il y a eu une présentation au Japon, 5 tomes par 5 tomes, et Tarte au citron a vu la même que moi, mais si on regarde plus attentivement. Il y a genre des bouts de bras. Elles se connectent quand même. Il y a des bouts de bras en fait qui se retrouvent par-ci par-là. Ça va faire comme la fresque de Monster chez Kiana. Exactement, que j'ai découvert aujourd'hui d'ailleurs, que ça faisait une vraie fresque. Ah, tu l'avais jamais vu? Non, j'avais jamais posé les bouquins. Elle est tellement chelou parce que genre ça va 3 par 3. Le tome 3 est prévu pour mai, oui. Alors il me semble à un moment qu'il y avait la volonté de les sortir 2 par 2. Je ne sais pas si cette volonté a été gardée. Sur le communiqué officiel... Sérieusement, ça a piqué un peu quand même, parce que 12 balles 50 Et voilà, et on arrive au dernier point un peu négatif pour moi, mais ça peut se comprendre par la qualité du papier et le fait que là aussi, il y a des pages couleurs en plein milieu, dont de la trichromie, ce qui rajoute un prix dans l'impression. Ils disent de la bichromie sur le chat. De la bichromie? De la bichromie? Oui, parce qu'il n'y a que 2 couleurs en fait. Il n'y a que du rouge et du noir. Ah oui, parce que moi, on parlait de noir et blanc, en fait, donc on parlait de trichromie. Moi, quand j'étais plus jeune, on parlait de trichromie parce que c'était noir, blanc, rouge. Ouais, mais pour les gens, peut-être que le blanc n'est pas une couleur, mais le noir non plus. Alors c'est de la unichromie. C'est parce qu'en fait, on parle de l'impression. C'est imprimé en noir et rouge, puisque le blanc n'est pas une couleur qu'on imprime. Enfin, c'est pas une couleur. C'est du papier, le papier. Tanja, toi, t'étais déjà vieille quand j'étais jeune, donc écoute, moi j'ai entendu. Tanja n'est pas la seule à avoir dit bichromie sur le chat. Je dis pas que la majorité. Tanja n'est pas la seule vieille. C'est vrai, Tanja n'est pas la seule vieille. Non mais voilà, j'ai vu plusieurs personnes parler de bichromie, du coup c'est pour ça je me dis mais en fait effectivement quand tu réfléchis, j'ai vu que du rouge et du noir moi aussi qui avait l'air d'avoir été imprimé sur le papier, qui a déjà sa propre teinte, qui est le blanc. Alors ils disent c'est pas de la bichromie Tarte au citron, il n'y a pas que l'encre rouge. Non mais c'est pas grave, écoutez, dites bichromie. J'accepte. J'ai pas compris. Je vais regarder Non, il n'y a pas que de l'encre rouge, je suis d'accord. Moi j'accepte, écoutez, nous en reparlerons une prochaine fois. Il n'y a pas que de l'encre rouge. Il y a quoi alors aussi? Attendez. Alors attends, là j'ai une page... Non mais là c'est une page couleur. Moi quand ils ont dit bichromie et que j'ai regardé à nouveau, je me suis dit bah oui en fait ils ont raison, c'est du noir et du rouge. Non, c'est du rouge, hein, je confirme. Bah ouais, c'est effectivement, Elif Tanaka, ton édition de 2011 avec les trades à l'ancienne vaut de l'argent. Eh oui. Elle vaut beaucoup d'argent même. Elle vaut beaucoup d'argent. Bref, en tout cas, je sais pas ce que Isekai Yukaro en pense. Moi, c'est recommandé, clairement. Mais de toute façon, c'est une référence. C'est une référence du shonen dans l'histoire du shonen tout court. Donc ça peut être une référence, mais on peut ne pas aimer. Hein, j'ai jamais pu lire la quête. Moi, je pense que si on s'intéresse à l'univers du shonen de base, il faut passer par là. Déjà, pour moi, c'est un passage obligatoire. Et après, en termes de culture générale, il me semble hyper important en fait aussi à partir du moment où tu t'intéresses à l'univers du manga globalement. Enfin, pour moi, c'est un passage obligatoire aussi en un sens. Dit la meuf qui l'a pas encore lu, mais justement. Voilà, j'ai les bouquins. Mais j'ai pas vu l'animé non plus.
je sais qu'il est disponible voilà, sur diverses plateformes. Mais c'est vrai que j'ai pas commencé. À l'époque où j'aurais pu, j'ai pas commencé. J'ai jamais raccroché les wagons. Donc pour moi, ce sera le manga. De toute façon, je suis une meuf plus... 24, non 25 ? Il a dit 25 tout à l'heure. Alors attendez. C'est 25 volumes, il me semble, non? C'est marqué 24 sur le communiqué, mais bon. C'est vrai? Moi j'avais vu des trucs en 5 à 5, mais après c'est 24, écoute. C'est 24, c'est 24. Bien, hein. Bon, en revanche, c'est 12,50, ça je me compte pas sur le prix parce que ça m'a coûté 25 balles. Donc, ouais, puis moi j'ai encore l'étiquette derrière avec le code barre, donc clairement je le vois. Mais du coup, est-ce que ça vaut son prix? Oui. Oui et non. Dans le sens que, disons que malheureusement, ce n'est pas un grand format. Et que par exemple, à 1 € de moins, quasiment, t'as FMA qui est en version perfecte et qui est quand même. Qui fait 1 tome et demi aussi. Qui fait aussi 1 tome et demi avec un genre de papier similaire et une cover avec plus d'effets. Ils sont épais pareil? J'ai l'impression qu'il est un peu moins épais. Non, ils sont pas aussi. J'ai l'impression parce que j'en ai tenu un dans mes mains il y a pas longtemps. Et là, celui-là, quand même... il est plus lourd, non? Oui, mais ça fait quand même... Ah oui, il est plus lourd parce qu'il est plus petit. Il a combien de pages? Attends. Je me souviens plus du nombre de pages des FMA. Pas très grave. Mais oui, après, si on compare avec d'autres éditeurs, tu te dis pourquoi lui, il peut faire un truc plus grand, plus machin et tout, avec du vernis et être moins cher. Non, c'est pas... Non, c'est pas Alors oui, ça. Enfin, oui, le coût du vernis et tout ça, ouais, je suis d'accord. Mais après, encore une fois, là, c'est compliqué d'en vouloir... Enfin, c'est compliqué de pointer du doigt un coupable dans le sens que ça a l'air d'être une volonté de correspondre à tout point à ce qui sort dans tous les pays, tu vois. Ah oui, d'accord. D'uniformiser le truc, donc... Et c'est logique en un sens, c'est logique. Et disons que le prix se justifie par le fait que c'est un papier semi-glacé, et encore une fois, parce qu'il y a pas mal de pages couleurs, dont des pages de bichromie, à l'intérieur du livre. Donc, des pages couleurs tout court d'ailleurs à l'intérieur. Oui, et des pages couleurs tout court. Il l'a dit, et il y a les deux. C'est très cool d'ailleurs qu'il y ait les deux. C'est une édition quand même très cool. Mais apparemment, c'est assez galère à insérer au milieu d'un feuillet. Donc c'est ça, c'est ce que j'avais cru entendre. Donc, bref, oui, ça vaut le coup. Mais je pense que comme plein de gens, j'aurais voulu une perfecte en grand format avec quelques petits effets en plus et tout quoi. Mais si le gars qui a plus de place dans ses étagères, mais je te comprends, moi aussi j'aime bien les perfects. Mais dans le coup, dans les faits, ça vaut le coup, oui, clairement. En termes d'argent, ça vaut le prix, je vais dire. Très bien. Merci beaucoup, Thunder et Prof, tous les deux, toujours, pour toutes les reviews. On va passer maintenant à une ambiance complètement différente, puisqu'on va s'intéresser à Sasaki Tomiyano, qui sort du coup voilà chez Akata.